Julia, âgée de 24 ans, rentrait chez elle de mauvaise humeur. Elle travaillait en tant qu'infirmière à la clinique depuis un mois déjà, et elle n'arrivait pas à s'habituer à l'atmosphère de leur service. Le travail en lui-même était monotone, les mêmes choses chaque jour, maladies humaines et souffrances. Tout cela ne procurait aucune joie, et ses collègues étaient des personnes désagréables qui ne parlaient que d'argent, de cadeaux coûteux et de choses onéreuses. On n'abordait jamais le sujet de l'âme humaine, de la morale, de la compassion ou de la compréhension. Julia se dépêchait de rentrer chez elle car il était tard. Elle avait travaillé plus longtemps que d'habitude, rêvant qu'elle trouverait bientôt un emploi qui lui plairait et qu'elle rejoindrait une bonne équipe. C'était la fin de l'automne, une période de l'année sombre et morne. Elle ressentait la même désolation dans son âme. Le dernier bus était parti il y a longtemps, et Julia devait prendre le métro pour rentrer chez elle. En descendant les escaliers du passage souterrain, elle vit un jeune homme maigre vêtu de vêtements usés et sales. Il se tenait adossé au mur, la main tremblante tendue pour demander de l'argent aux passants. Probablement qu'il était sans abri, pensa la jeune femme. Ayant grandi dans une famille modeste sans père, sa mère travaillait à 3 emplois pour s'assurer qu'il vivait aussi bien que les autres. C'est pourquoi en regardant cet homme, elle ressentit une sincère sympathie, d'autant plus que son visage était agréable avec des traits harmonieux. Julia fit quelques pas dans sa direction, et en s'approchant davantage, elle put observer son visage de plus près. Pendant un instant, elle crut avoir reconnu son ex-petit ami Antonio, qu'elle avait beaucoup apprécié. Ils avaient été en couple pendant longtemps mais s'étaient séparés de manière douloureuse. Julia appela le jeune homme, Antonio. Il leva les yeux mais les abaissa immédiatement. C'est sûrement lui, il est gêné d'être ici, pensa-t-elle. En réalité, elle avait secrètement espéré le revoir et maintenant, c'était arrivé. Julia aimait Antonio, mais sa mère avait une opinion différente. Elle parlait constamment du fait qu'il n'était pas son égal, lui reprochait sans fin d'être prétendument pauvre et peu prometteur. Finalement, Antonio rompit avec Julia, profondément offensé par tout le monde. « Quelle rencontre, Antonio, je t'ai reconnu et je suis ravie de te voir, » murmura Julia. « Monsieur, vous vous trompez malheureusement, je suis McGill, » dit l'homme doucement, puis il se détourna. Julia le regarda et se demanda, « Et si je l'amenais chez moi malgré ma mère, et que je dise que c'est mon fiancé, et qu'il vienne vivre avec nous ? Peut-être qu'après cela, elle arrêterait d'interférer dans ma vie personnelle et d'essayer de me trouver les candidats qu'elle juge appropriés. » L'idée était folle et Julia imaginait déjà quel horrible scandale éclaterait à la maison, mais pour une raison quelconque, elle était de si mauvaise humeur aujourd'hui qu'elle voulait vraiment que cela se produise à tout prix. Elle acheta du café et des cookies et les tendit à cet homme sans abri. Il la remercia gênée et commença à les manger avidement. Pendant ce temps, Julia commença à lui poser des questions. « McGill, comment en es-tu arrivé là ? Pourquoi ne travailles-tu pas ? Où est ta maison ? demanda-t-elle. Il répondit avec une grande gêne, « Eh bien, c'est ainsi que la vie a tourné. Je ne veux pas en parler. Ma mère buvait et mon beau-père me battait beaucoup, puis ils m'ont chassé. Alors je traîne sans but. Je n'ai pas de pièce d'identité et sans elle, je ne peux pas trouver de travail. Je dors où je peux, que ce soit à la gare ou près des conduites de chauffage, comme tout le monde. » Soudain, Julia eut une profonde compassion pour cet homme pauvre qui, par le caprice du destin, s'était retrouvé sans rien. Elle dit immédiatement la première chose qui lui vint à l'esprit, « Viens avec moi, je te ferai dîner, tu pourras prendre une douche et te reposer. Il y a juste une condition, je dirai à ma mère que tu es mon fiancé, sinon elle ne te laissera pas entrer. Joue simplement le jeu, d'accord ? Acceptes-tu ? Et si quelque chose ne te plaît pas ou si tu t'ennuies, tu peux partir à tout moment, personne ne t'en empêchera. S'il te plaît, aide-moi, j'en ai vraiment besoin. J'en ai marre de ma mère, elle ne me laisse pas vivre comme je le veux. Elle n'aime personne avec qui j'ai déjà été en couple ou même juste été amie.
Elle s'attend à ce que je rencontre un millionnaire et l'épouse tout de suite. L'inconnu hésita un peu, puis dit, « Et tu as décidé d'amener à la maison une bombe pour la mettre en colère. » En toute honnêteté, ce n'est pas une bonne idée. Merci pour l'offre, tu as un bon cœur, tu sais. Je pense que je vais accepter, pour être honnête, j'ai froid. Au moins, j'aurai un peu de chaleur. Le moral de la jeune fille s'éclaira et tout autour d'elle sembla exploser de couleurs vives. C'était une personne émotionnelle, vivant pleine de sentiments. Elle n'avait jamais rêvé d'un mariage lucratif ou d'un homme riche. Elle croyait que ce n'était pas l'essentiel entre deux personnes qui s'aiment. L'amour et la compréhension mutuelle devaient passer en premier. Et si c'était mon destin? C'est ce que je devrais dire à ma mère, il était mon fiancé, et ensuite que sera. Sarah prit la main de la bombe surprise et se dirigea confiante vers le bonheur futur, devant la foule choquée. La mère de Julia accueillit sa fille et l'inconnu avec moins de chaleur que prévu. Elle souffrait depuis longtemps d'hypertension artérielle et avait même eu une crise cardiaque une fois, recevant une invalidité. Le médecin avait dit qu'elle avait besoin d'une chirurgie cardiaque pour changer une valve, mais où pouvait-elle trouver l'argent pour le faire? Honnêtement, elle n'était pas heureuse de sa vie. Mais l'essentiel, c'était de voir sa fille riche et heureuse toute sa vie. Humana joignait difficilement les deux bouts, acceptant n'importe quel emploi à temps partiel pour avoir suffisamment d'argent pour la nourriture et les factures. Finalement, sa santé était complètement ruinée. Naturellement, elle ne voulait pas que Julia répète son destin malheureux. En fait, une fois, quand elle était très jeune, Simna avait connu un amour grand et pur, mais elle avait été laissée sans son fiancé frivole et avec un ventre énorme, complètement seule. Son image idéale du bonheur était que sa fille vive sa meilleure vie dans le luxe et que son mari soit un homme d'affaires prospère. Alors, elle pourrait mourir en paix. La femme fut choquée en voyant un gueux à côté de sa fille et se demanda pourquoi elle l'avait ramené à la maison. Ses vêtements étaient sales, sa tête non lavée, et il avait une apparence négligée. Une gamme complète de sentiments traversait le visage de Julia, allant du choc à l'indignation, mais elle essaya de ne pas le montrer et présenta sereinement l'inconnu. « Maman, voici mon fiancé, McGill. Nous allons vivre ici car il n'a pas de chez lui. J'espère que cela ne te dérange pas, dit-elle en se tournant vers l'homme, le visage radieux. Viens, ne sois pas timide, fais comme chez toi, marmonna la mère en colère. Mais n'oublie pas que tu es un invité. Mon Dieu, chérie, quand vas-tu arrêter de ramasser tous les marginaux? C'est un appartement respectable, pas un abri pour les laisser pour compte, soupira la femme avec tristesse en se dirigeant vers sa chambre. Julia prépara des pommes de terre et des champignons frits, et ils mangèrent un copieux dîner. Ensuite, elle conduisit Miguel à la salle de bain, mit ses vêtements sales dans la machine à laver et lui montra sa chambre. « Tu dormiras ici, à côté de moi, sur le sol. Je te ferai un lit, dit-elle. » Miguel apprécia la douche chaude et les draps propres, se disant à lui-même, « C'est génial, c'est là qu'on commence à apprécier les choses simples. Qui aurait su que je devrais vivre tout ça ?» Il regarda Julia avec gratitude avant de se coucher et dit sincèrement, « Merci du fond du cœur. Bonne nuit, ma fée. » Miguel s'habitua rapidement à cet endroit et la gentillesse de la fille joua un rôle positif. De plus, Julia était jolie, souriante et amicale. Les jeunes s'entendaient très bien et discutaient longuement. Miguel essayait d'aider autour de la maison, il répara la corde à linge qui était tombée depuis longtemps du balcon, resserra les placards grinçants dans la cuisine et répara les chaises bancales. Julia était désormais heureuse de rentrer chez elle après le travail, car elle savait que McGill Y attendait. Les sentiments entre eux s'étaient enflammés de manière assez inattendue. Ce soir-là, ils regardaient comme d'habitude une émission de télévision et discutaient de tout. Soudain, Julia ressentit une douleur et poussa un cri. Inquiet, Miguel se précipita vers elle. « Julia, que se passe-t-il? As-tu mal?
Qu'est-ce qui ne va pas? La jeune fille saisit sa jambe. Aïe, une crampe. Probablement à cause du travail. Oh, ça fait mal. McGill commença à masser doucement son pied, puis l'autre, puis ses tibias. C'était si agréable, la douleur s'estompa et la crampe la quitta. Peu à peu, l'homme commença à monter plus haut, s'approcha de Julia et commença à l'embrasser passionnément et avec habileté. La jeune fille essaya de se contrôler et chuchota. « McGill, que fais-tu? Ne faisons-nous pas semblant d'être en couple? Arrête. » L'homme répondit doucement tout en continuant à caresser doucement. « Moi aussi, je pensais que c'était juste un jeu. Mais je suis tombé amoureux, Julia. J'ai tellement envie de toi. Tu es la meilleure, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Si tu n'en veux pas, dis-le-moi et je partirai tout de suite. » Mais c'était trop tard. Julia avait déjà complètement perdu la tête et tous deux plongèrent dans l'abîme de la passion, ne remarquant rien autour d'eux. Les jeunes étaient absolument heureux, et même l'éternel mécontentement de sa mère ne les irritait pas du tout. Miguel était tellement amoureux de Julia qu'il ne pouvait pas imaginer sa vie sans elle, et Julia réalisa qu'elle avait trouvé son bonheur, sa véritable passion. Elle essaya de convaincre sa mère que Miguel était l'homme qui la rendrait heureuse, mais sa mère était implacable. « Sa fille? Que fais-tu? Quel genre d'avenir aurais-tu avec lui? C'est un clochard, pas de papier, pas de travail, rien. À quoi penses-tu? Il ne devrait pas être là, dans une semaine, même si Miguel aidait la mère de Julia de toutes les manières, s'occupait d'elle et faisait tout dans la maison, la femme le détestait toujours. À chaque fois, elle essayait de lui dire quelque chose d'agaçant, quelque chose pour le blesser. Quand Miguel n'était toujours pas parti au bout d'une semaine, la femme à la retraite décida de jouer le tout pour le tout. Pendant que Julia était au travail, elle dit directement et avec colère à Miguel: « Je te mets en garde, fiancé. Julia est une fille émotionnelle et fait tout ce qui lui passe par la tête. Elle a juste décidé de s'amuser avec toi. En réalité, elle a un fiancé, il est juste en voyage à l'étranger. Quand il reviendra, il vous tuera tous les deux. Sors d'ici immédiatement si tu veux vivre. Sinon, j'appellerai le fiancé de Julia aujourd'hui même et je lui raconterai tout sur toi. » La mère savait qu'elle se condamnait ainsi, trompant sa fille et son bien-aimé d'une manière aussi sombre, mais le désir de voir sa fille avec un homme riche l'emportait. L'homme prit ces mots au sérieux, il regarda la femme avec des yeux emplis de douleur et de souffrance, puis couvrit son visage de ses mains et pleura en silence. Il ne voulait pas y croire. Comment était-il possible que Julia soit si cruelle envers lui? Elle avait dit qu'elle l'aimait. L'avait-elle trahi? Cela ne pouvait pas être. Son corps tout entier semblait pétrifié, ses pieds ne voulaient pas bouger. Il se déplaça à peine de sa place et erra partout où il pouvait aller, ne se retournant même pas. Malheureusement, ce jour-là, Julia devait rester à l'hôpital toute la nuit. Car en soirée, un garçon de 5 ans avait été admis avec de graves brûlures et on lui avait demandé de rester jusqu'au matin. Julia appela chez elle et prévint qu'elle resterait au travail pendant 24 heures. Sa mère ne lui dit rien sur le fait d'avoir mis le gueux à la porte, au contraire, elle se frotta les mains joyeusement en réalisant qu'après 24 heures, il serait déjà loin. McGill voulait rester et attendre que Julia revienne pour lui parler en face. De lourds soucis brûlaient son âme, il se demandait pourquoi et comment cela avait pu lui arriver. Mais ensuite, sa fierté prit le dessus et il décida: « Je vais partir. Je ne me ferai pas de mal, ni à elle. Qu'ils vivent comme ils le souhaitent. Qu'est-ce que je suis pour eux? Juste un homme sans abri. » Lorsque Julia rentra enfin chez elle et ne trouva pas Miguel, elle comprit immédiatement tout. Elle se mit à crier sur sa mère: « Maman, pourquoi? Je sais que c'est toi qui l'as mis dehors. Le fais-tu exprès? J'aime Miguel, tu comprends? Où puis-je le trouver maintenant? » Sa mère commença à se défendre. « Pourquoi me blâmes-tu toujours pour tout?
Ton clochard est parti de lui-même. Je n'ai rien fait. Mais tu sais, je ne vais pas pleurer parce qu'il est parti. On tombe amoureux, puis on se désenchanté. Peut-être que tu trouveras un fiancé décent cette fois-ci. Arrête de ramener toutes sortes d'ordures ici. Julia était choquée. Elle comprit que Miguel ne pouvait pas simplement partir sans raison, car tout allait bien entre eux. Elle pleura, je peux imaginer ce que ma mère a dit de moi. Où vais-je trouver Miguel maintenant? Je ne peux pas vivre sans lui. Espérant retrouver Miguel et tout lui expliquer, Julia partit précipitamment. Elle se dirigea vers le passage souterrain où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Elle tournait la tête, interrogeant d'autres sans-abri et passants, mais il haussait seulement les épaules. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu cet homme ici. La jeune fille courut dans le quartier pendant plus d'une heure, pensant que peut-être Miguel n'était pas allé loin et l'attendait quelque part à proximité. Mais tout fut en vain. L'homme avait disparu. Elle ressentit soudain une grande douleur. Pourquoi avait-il fait cela? Pourquoi n'avait-il pas attendu pour lui parler? Il avait dit qu'il l'aimait, mais il l'avait simplement quitté sans retour. C'était donc juste un jeu pour lui. Il avait utilisé ses sentiments. Il pleuvait dehors et les rafales de vent vif arrachaient les dernières feuilles accrochées aux arbres. Mais Julia ne le remarqua même pas. Elle marchait, ne voyant rien autour d'elle, trempée jusqu'aux os et pleurait inconsolablement. Peut-être que ma mère a raison et que je suis vraiment défectueuse d'une manière ou d'une autre, bête. Peut-être que je devrais tout simplement oublier l'amour. À quoi bon quand cela ne provoque que des larmes? Personne n'est digne de confiance. Julia attrapa froid, fut trempée et tomba très malade. Pendant 3 semaines, elle eut de la fièvre et survécut à peine. Dans son délire, elle appelait sans cesse le nom de Miguel, le cherchait. Julia tomba dans une profonde dépression. Elle allait travailler comme un robot, en rentrant chez elle, se renfermait immédiatement dans sa chambre pour sangloter jusqu'au matin. Elle ne mangeait pas bien, perdait donc beaucoup de poids. Au bout d'un mois, la jeune fille commença à vomir fréquemment. Julia était professionnelle de santé et comprit tout immédiatement, elle était enceinte. La situation était un cauchemar. Le père de l'enfant était un sans-abri qu'il avait quitté dans une direction inconnue. Sa mère ne pouvait à peine la supporter, et si elle apprenait la grossesse, elle rendrait sa vie misérable. Que devait-elle faire? Julia ne savait pas comment agir, comment vivre, et surtout pourquoi tout cela. Chaque jour, chaque matin et chaque soir, elle allait au même passage souterrain, espérant revoir Miguel là-bas. Une fois, elle crut même le reconnaître de dos, l'appelant joyeusement « McGill, mon chéri, je t'ai enfin retrouvé ». Mais un homme étrange se retourna vers elle et répondit avec surprise « Je ne suis pas Miguel, vous vous trompez ». Prise par le désespoir, Julia décida de commettre un acte irréversible. Eh bien, elle ne voyait pas d'autre issue, avec un bébé sous son cœur. Cela résoudrait tous les problèmes en un seul geste, hors de vue, hors de l'esprit. Elle se rendit chez le gynécologue et passa les tests nécessaires. Lorsqu'elle était déjà allongée dans la salle du gynécologue, le médecin sévère qui la regardait avec jugement sortit tous les outils nécessaires. Soudain, une terrible pensée la frappa. Que suis-je en train de faire? Je vais tuer le bébé de Miguel, c'est une partie de lui. Son sang et sa chair. Ce bébé me rappellera la personne qui m'est la plus chère. Comment vais-je vivre après ça? C'est ça, la signification de la vie? Qu'ils aillent tous se faire voir, ma mère, Miguel lui-même et ses collègues malfaisants qui se sont moqués ouvertement de moi. Peu m'importe. Je vais donner naissance à ce bébé et l'élever moi-même, quoi qu'il arrive. Comment vais-je vivre après ça? C'est ça, la signification de la vie? Au diable tous, ma mère, Miguel lui-même et ses collègues malfaisants qui se sont moqués d'elle ouvertement. Peu m'importe. Je vais donner naissance à ce bébé et l'élever moi-même.
Contre toute attente, Julia repoussa brusquement le médecin des mains et se leva en disant « Je suis désolée, j'ai changé d'avis ». Le gynécologue poussa un soupir de soulagement. Dieu merci. Julia rentra chez elle après le travail et l'odeur du poisson frit lui emplit le nez. À peine eut-elle le temps de mettre la main sur sa bouche et de courir vers la salle de bain. Elle passa une demi-heure penchée au-dessus des toilettes. Sa mère, inquiète, écoutait derrière la porte, suspectant le pire. Elle cria « Ma fille, es-tu malade? As-tu été empoisonnée? Ouvre la porte, ce n'est pas ce que je pense, n'est-ce pas ?» Enfin, Julia se sentit soulagée et épuisée. Elle sortit dans le couloir. Sa mère se tenait là, la regardant silencieusement d'un air réprobateur, attendant une explication. La femme fatiguée cria avec colère, en plein visage de sa mère, « Oui, maman, je suis enceinte. Je suis vraiment idiote. Oui, c'est le bébé de Miguel, et tu l'as mis dehors. Maintenant, ton petit enfant ne saura jamais qui est son père. J'espère que tu es contente. N'est-ce pas ce que tu voulais? Je ne vais pas avorter, n'y pense même pas. Maintenant laisse-moi tranquille, j'ai besoin de me reposer. » Puis elle courut dans sa chambre en sanglotant. Elle se sentait peut-être mal et se rendit à la cuisine pour prendre des pilules sédatives. Elle réprimanda mentalement sa fille, « Quelle idiote, elle répète mon destin. Bête, elle marche sur les mêmes erreurs. Et maintenant, qu'est-ce que c'est? Une autre génération vivra dans la pauvreté. J'ai à peine élevé ma fille. Je pensais qu'au moins à ma vieillesse, j'aurais un peu de paix. Et maintenant je dois élever un petit-fils sans père. » À partir de ce jour-là, Julia cessa presque de parler à sa mère, se replia sur elle-même et ne sortit jamais de sa chambre. Elle essayait de ne pas pleurer quand c'était absolument impossible. Elle commença à caresser son ventre doucement et à chanter une berceuse ou à parler doucement au bébé. Étrangement, cela aidait et elle commença à se calmer et à s'endormir. Ximena regretta 1000 fois d'avoir menti au sujet de sa fille et d'avoir mis Miguel dehors. Il n'était pas vraiment un mauvais homme, il n'était pas alcoolique, il était travailleur et il aimait beaucoup Julia. Il aurait pu obtenir une pièce d'identité et un travail. Il aurait été un bon mari et un bon père. Mais maintenant, c'était gênant de le dire à qui que ce soit, ma fille est enceinte d'un sans-abri qui s'est enfui quelque part. Oh là là, quel problème! Les voisins vont rire. Il était effrayant de regarder Julia. Elle vomissait tout le temps et pouvait à peine manger. Au travail, tout le monde faisait des blagues et se moquait d'elle, disant qu'elle était tombée enceinte sans même savoir qui était le père. Les infirmières plus âgées étaient particulièrement créatives, discutant de tous les détails, répandant des rumeurs et disant des choses très désagréables sur Julia. La seule personne qui la traitait bien était ce gynécologue, Ramon Reyes. Il la réconfortait toujours et la calmait. Parfois, Julia ne pouvait plus supporter les ragots à son sujet et fondait en larmes dans son bureau. Il ne la chassait pas, ne la grondait pas, ne lui faisait pas la morale. Il fermait simplement la porte et disait calmement, « Prends un peu de thé et du chocolat, ou quelque chose à manger. J'ai toujours quelque chose de délicieux pour les amis. Julia, tu es dans une telle condition maintenant que tu réagis très émotionnellement à tout, et c'est normal. C'est à cause des hormones. Essaie de te distraire, fais plus de promenades et parle au bébé. Crois-moi, il entend et ressent tout. Quand tu pleures, il se sent mal. Quand tu ris, il se calme dans le ventre. Crois-moi, quand le bébé naîtra, tous ces problèmes qui te semblent insolubles en ce moment s'effaceront. Tu profiteras de la maternité et le reste n'est pas si important. Ta situation n'est certainement pas facile, mais souviens-toi, si tu n'as nulle part où aller ou si tu as besoin d'aide, tu peux toujours m'appeler. Je t'aiderai, quoi qu'il arrive. Tu as mon numéro de téléphone. » Après ses visites chez ce médecin, Julia voulait recommencer à vivre. 2 autres mois passèrent.
Pas un jour ni une nuit ne s'écoulait sans qu'elle ne pense à McGill. Peu importe à quel point elle était en colère contre lui, elle l'aimait toujours profondément. Elle pouvait fermer les yeux et là, il était, ses mains, ses lèvres, son sourire. Elle se réprimandait, oublie-le. Quelle idiote. Il t'a quitté. Parti et ne pense même pas à toi. Il s'en fiche complètement. S'il t'aimait vraiment, il te trouverait et te le ferait savoir. Et toi, tu pleures depuis des mois. Qu'est-ce que tu voulais, de toute façon? Tu l'as trouvé dans un passage souterrain, tu l'as ramené chez toi, et maintenant tu dois t'en occuper. Accepte simplement que tu es une mère célibataire. Et alors? Il y a tellement de mères célibataires dans ce monde. Ma mère m'a élevée seule aussi. Je peux y faire face. Ximna savait que tant qu'elle ne s'excuserait pas auprès de sa fille et ne lui dirait pas la vérité, leur relation ne s'améliorerait pas. Elle en avait assez. Julia était muette comme une carpe depuis cette dernière conversation. Elle ne réagissait à rien. Si elle n'essayait pas de discuter, sa fille allait silencieusement dans sa chambre ou à l'extérieur. La femme ressentait une intense culpabilité. Elle se sentait si triste et anxieuse. Mon Dieu, comment puis-je atteindre ma fille? Comment puis-je implorer le pardon? Après tout, nous sommes une famille. Tout lui échappait. Elle ne voulait rien faire. Elle rêvait d'étreindre sa fille, de l'embrasser sur le front, de lui dire qu'elle n'était plus en colère, qu'elle l'aiderait, qu'elle ne l'abandonnerait pas. Tout s'est arrangé par hasard. C'était un jour de congé. Julia avait décidé de nettoyer sa chambre, de laver les rideaux et de nettoyer les fenêtres, pour ne pas avoir à penser à Miguel. Pendant qu'elle nettoyait la fenêtre, sa mère a jeté un coup d'œil dans sa chambre en passant. Ximna a pensé que sa fille essayait de sauter et de se suicider. Et pourtant, il vivait au 5e étage. En une seconde, la femme se précipita vers elle, attrapa brusquement sa fille sur le rebord de la fenêtre, la serra dans ses bras et s'écria « Julia chérie, ne fais pas ça, ne saute pas, je t'en supplie. Pardonne-moi, je suis une vieille idiote. Tout est de ma faute. McGill est parti à cause de moi. Je lui ai dit que tu avais un fiancé et que tu étais avec Miguel juste pour t'amuser. J'avais de bonnes intentions. Je pensais faire ce qu'il fallait. C'est juste que je vois que tu répètes mon destin. Ce n'est qu'en voyant ta souffrance insupportable que je réalise ce que j'ai fait. J'ai privé mon petit-fils de son père. Je ne suis pas fâchée contre toi. Je t'aime. Tout ira bien. Nous élèverons ton bébé ensemble. Ne fais rien à toi-même, d'accord? Veux-tu que je t'aide à retrouver Miguel et à lui demander pardon? Julia regarda sa mère abasourdie, les larmes coulant sur ses joues. Maman, que fais-tu? Je n'allais pas sauter. Je nettoyais simplement les fenêtres. Mais je suis contente que tu aies avoué et dit la vérité. Tu sais, je te détestais vraiment beaucoup au début, et tu sais, il y avait une raison à cela. Mais ensuite, j'ai réalisé que si Miguel m'aimait vraiment autant que je l'aimais, il aurait trouvé un moyen de me voir, de me parler et de résoudre les choses. Et puisqu'il est parti en silence pour de bon, eh bien, tant pis. Ne te blâme pas. Merci pour ton soutien. Maintenant, au moins, je peux apaiser mon âme à la maison. Mère et fille s'enlacèrent pour la première fois depuis longtemps et pleurèrent. Mais ces larmes étaient des larmes de soulagement et de libération. Le lourd fardeau de ressentiment, de colère et de malentendu avait disparu pour toutes les deux. On aurait dit qu'elles respiraient même plus facilement. Ximna se leva d'abord et alla mettre la bouilloire. Julia mangea un cornichon avec du thé sucré. Sa mère se souvint qu'elle mastiquait du craie partout où elle en trouvait lorsqu'elle était enceinte d'elle. Toutes deux partirent ensuite. Ximna se préparait consciencieusement pour l'accouchement de Julia. Elle sortit une vieille machine à coudre poussiéreuse, fouilla dans son coffre pour trouver une longueur de tissu doux, et se souvint de sa jeunesse.
En l'espace d'une semaine, elle confectionna des bavoirs, des maillots et des bonnets pour le bébé. Elle les lava, les repassa et les empila soigneusement. Julia rentra du travail et resta bouche bée. Elle prit timidement un tout petit maillot dans ses mains. Elle prit doucement le petit maillot dans ses mains et le déballa. Des larmes de tendresse montèrent à ses yeux. « Maman, merci. C'est tellement merveilleux. Le bébé aura de si petits bras tout minuscules, comme une poupée. Je n'arrive pas à y croire. » Sa mère sourit et répondit, « Oui, ma chérie, on se relayera la nuit. Au début, ce sera difficile, mais ensuite, on s'habituera. On peut acheter une poussette et un lit d'occasion. Tu auras un congé maternité, suffisant pour commencer. Ensuite, peut-être que je m'occuperai de mon petit-fils, et toi, tu trouveras un travail à temps partiel où tu iras au travail plus tôt. Ça ira, ne t'inquiète pas. » Julia se sentit beaucoup mieux mentalement. Maintenant, elle savait que sa mère était avec elle, la soutenait, et qu'elle pouvait lui parler de ce qui la tourmentait. Pourtant, dès que le soir arriva, Julia devint triste. Des larmes lui montèrent aux yeux et la serrèrent. Elle se souvenait de comment elle et Miguel se blottissaient sur le canapé en regardant une série policière, puis s'endormaient ensemble, enlacés. Il caressait doucement ses épaules et ses cheveux, lui murmurant des mots d'amour. « Oh, McGill, comment cela a-t-il pu arriver? Où es-tu maintenant? Peut-être parcours-tu le monde et m'as-tu oublié depuis longtemps. Comment as-tu pu? Je te croyais. Tu ne sauras jamais que tu es sur le point d'avoir un bébé. » Ses pensées tournaient en boucle dans sa tête, déchirant son âme en lambeaux. Mais bientôt, quelque chose se produisit, quelque chose qui secoua la ville et bouleversa la vie de Julia. Ce matin-là, elle avait une sorte de pressentiment. Quelque chose se retournait dans son âme et son cœur battait la chamade. Pendant tout le temps de son service, elle mélangeait tout et ne comprenait pas ce qui se passait. Les tests des patients étaient presque mélangés. Puis elle a failli emmener le mauvais patient pour une radiographie. L'infirmière en chef a réprimandé Julia toute la journée. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Reprends-toi, pense à ton travail. » Quand Julia est rentrée chez elle après son service, une procession de plusieurs limousines noires luxueuses s'est arrêtée devant la maison. Ximena arrosait les fleurs sur le rebord de la fenêtre et fut très surprise. « Regarde chérie, des personnes importantes sont venues voir quelqu'un. Je n'ai vu de telles voitures que dans les films. Je me demande qui ils sont venus visiter. On dirait que personne riche ne vit dans notre immeuble. » Soudain, la sonnette retentit. Ximena, surprise, alla ouvrir la porte. 3 gardes du corps et un jeune homme respectable et bien habillé se tenaient sur le pas de la porte. Il sourit et demanda, « Bon après-midi, Ximena. Julia est-elle à la maison? Puis-je entrer? » La femme déconcertée hocha la tête et laissa silencieusement les invités importants entrer, se demandant qui ils étaient. Les visiteurs entrèrent dans le hall et Julia sortit les rejoindre. Soudain, ce jeune homme élégant et stylé s'approcha d'elle et l'étreignit, tout excité. « Bonjour mon amour, me voilà, ton McGill. Es-tu heureuse? Je suis de retour. » À la surprise de l'homme, Julia le repoussa en colère et cria, « McGill, pourquoi as-tu soudainement décidé de revenir? Tu as abandonné si facilement, croyant ce que ma mère t'a dit. Tu ne t'es même pas donné la peine de me parler en personne pour savoir si c'était vrai ou non. Où étais-tu tout ce temps? Dans l'espace, sur la Lune? Pourquoi ne m'as-tu jamais donné de tes nouvelles? Quelle est cette mascarade de limousine? Ton image de sans-abri était-elle aussi une mascarade? M'as-tu menti tout ce temps? Qui es-tu? » L'homme devint triste et s'assit sur le canapé. Il a ordonné aux gardes du corps de sortir de la pièce et a commencé à raconter, « Chérie, ne crie pas s'il te plaît, écoute juste, je t'en prie. Oui, tu as raison, je ne suis pas un sans-abri. Je suis le fils du millionnaire Crespo,
tu as probablement entendu parler de lui. Nous avons 2 compagnies aériennes à l'étranger, donc évidemment j'ai grandi dans le luxe et la richesse. J'ai fréquenté une école privée coûteuse, puis j'ai obtenu mon diplôme en économie à l'université en Angleterre. Il me semblait que j'avais toute la vie devant moi, c'était merveilleux. On aurait dit que j'avais des lunettes roses sur les yeux, et soudain j'ai perdu ma mère. Malgré qu'elle surveillait très attentivement sa santé, elle était suivie dans les meilleurs hôpitaux et menait un mode de vie parfaitement sain. Tu imagines, elle est sortie de la voiture et s'est rendue au supermarché, et là elle a été percutée mortellement par un conducteur ivre. C'était une terrible douleur pour toute notre famille. Je me souviens à peine de l'enterrement, cela ne semblait pas m'arriver. Au début, mon père était très affligé, mais lui et moi nous sommes rapprochés d'une certaine manière. Il était plus facile de surmonter ce deuil ensemble. Mais mon père m'a choqué quand, 6 mois après la mort de ma mère, il a amené cette odieuse belle-mère, Camilla, à la maison. J'ai immédiatement eu de mauvaises relations avec elle. Elle agissait avec impudence, était dominatrice chez nous, a commencé à jeter les affaires de ma mère et à emporter ses photos, même si je lui avais interdit de le faire. Résultat, un scandale fou. Je pensais que mon père me soutiendrait, mais non. Il défendait cette ordure et m'a mis au pied du mur, accepte-la ou quitte la maison. C'est ridicule, chasser son fils de la maison à cause de cette femme désagréable. Je n'ai pas réussi à me faire entendre par mon père. C'était comme s'il ne pouvait pas m'entendre, comme si Camilla l'avait ensorcelé. Alors, je me suis mis en colère et j'ai fui la maison. Sauf qu'il s'est avéré que je n'étais pas du tout adaptée à la vie dans la rue. Que avais-je vu avant? Une vie luxueuse, la haute société, tout en abondance. Je n'avais aucune idée que les gens pouvaient mourir de faim, chercher de la nourriture dans les poubelles ou dormir sur les tuyaux de chauffage. Dans mon esprit, ils étaient des alcooliques et les laissés-pour-compte de la société. J'étais tellement effrayée. Je vagabondais, et j'étais si bête que je n'ai même pas pris mes papiers d'identité en partant. Après avoir parlé à de nombreux sans-abri, j'ai réalisé que beaucoup d'entre eux sont des gens ordinaires, éduqués et cultivés, simplement avec un destin brisé. Te rencontrer, Julia, a été l'épisode le plus lumineux de ma vie de sans-abri. Lorsque Ximna m'a mis dehors, j'ai bondi de frustration vers la gare, monté dans un train qui passait et me suis retrouvée à 300 km de là. Là-bas, je mendiais comme d'habitude, quand soudain j'ai été pris en charge par les gardes de mon père. Il s'est avéré que mon père était très malade, il a attrapé un rhume et est allé à l'hôpital avec une pneumonie. Sa perfide maîtresse a immédiatement commencé à diviser des millions dans son dos, se frottant les mains. Elle ne l'a même pas visité à l'hôpital. C'est alors que mon père s'est souvenu qu'il avait un fils, il s'est senti honteux et a décidé de me retrouver pour s'excuser. Après tout allait bien avant l'arrivée de Camilla. Nous nous comprenions sans dire un mot. Alors mon père et moi nous sommes réconciliés. Je suis maintenant gestionnaire dans son entreprise. J'ai parlé de toi, Julia, à mon père. Ça ne le dérange pas que nous nous fréquentions. Je suis venue te chercher. Prépare-toi, déménageons chez moi dans la capitale. Je te présenterai à mon père, déclara Julia en fronçant les sourcils, puis ajouta soudainement, je ne vais nulle part, McGill. D'abord, ma mère est malade et je ne laisserai pas tomber pour longtemps, et deuxièmement, je suis enceinte. Qu'est-ce que tu en penses? Le visage de l'homme changea, enceinte? Je ne comprends pas, qui est le père? Julia ne put se retenir, elle lui donna une gifle en plein visage et cria, idiot. Mon fiancé, celui que je suis censé avoir, n'est-ce pas ce que tu essaies de dire? Alors, tu crois que je couche avec n'importe qui, c'est ça? Alors, va en enfer, pars avec tes millions, je te déteste. Julia courut en larmes dans sa chambre. Un Miguel furieux déclara sérieusement, très bien, adieu, la fille hystérique, et ils partirent.
Simna se rendit compte que tout ce désordre était de sa faute, c'étaient ses paroles stupides qui avaient semé le doute dans l'esprit de McGill. Comment allait-elle réparer cela? Il était évident qu'ils s'aimaient, mais ils étaient en colère et se disputaient comme s'ils étaient ennemis. 2 semaines passèrent, Julia était désespérée, pleurant jour et nuit, se réprimandant, « Pourquoi ai-je fait ça? Il est revenu vers moi et je lui ai giflé le visage. Je suis idiote, tout à cause de ma fierté stupide. J'aurais dû le prendre dans mes bras, l'embrasser, lui dire combien je l'aimais, combien il m'a manqué. Qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, c'est vraiment fini. » Simna réfléchit longuement à la manière de corriger ses erreurs et se décida. Elle découvrit où vivait Crespo et commença à faire ses bagages pour le voyage. Elle mentit à sa fille, Julia, « Je vais dans la ville voisine à l'hôpital avec tante Renata. Elle a dit qu'un très bon médecin arrive là-bas, un professeur. J'aimerais avoir une consultation avec lui, peut-être que je pourrais éviter la chirurgie, tu sais. Je lui montrerai tous mes bilans et je verrai ce qu'il en dit. Bien sûr, vas-y maman, tu peux le faire toute seule ou devrais-je venir avec toi pour te soutenir? » Simna agita les mains, « Non chérie, tu as des nausées matinales, tu ne devrais pas voyager si loin. Non, reste à la maison, repose-toi et prends soin de mon petit-fils, mais ne pleure pas tout le temps. Ça me brise le cœur de te voir. » La capitale stupéfia la vieille femme. Elle se battit pour trouver le manoir de la famille Crespo en dehors de la ville, ayant dépensé ses dernières économies pour payer un taxi cher. Il commençait à faire sombre dehors, il y avait des forêts denses tout autour. Simna commença à avoir peur. Comment rentrerait-elle chez elle? Il ne restait plus d'argent pour le voyage de retour et l'arrêt de bus était à 3 kilomètres. La femme frappa à la porte, d'énormes chiens aboyèrent dans la cour. Un gardien sortit de la guérite et demanda à contre-séhur, « Qui cherchez-vous? Vous devez avoir la mauvaise adresse. » Simna, prenant une profonde inspiration, répondit, « J'aimerais voir Monsieur Crespo ou son fils McGill. J'ai quelque chose d'important à discuter avec eux, une affaire personnelle. Dites-leur cela. » Le gardien contacta le propriétaire par talkie-walkie. « Viviano Crespo, il y a ici une vieille dame qui veut vous voir. Elle dit que c'est personnel et important. Est-ce que je la laisse entrer? » L'autre bout de la ligne répondit, « Laisse-la entrer, qu'elle se présente. » Qui est-elle? Je ne connais aucune femme. La pensionnaire dit alors, « Je suis Ximna, la mère de Julia Hernandez, la fiancée de Miguel. Dis-lui que je ne pars nulle part. Je vais geler ici jusqu'au matin, mais je ne partirai pas tant qu'ils ne me parleront pas. » Le gardien rapporta tout cela au propriétaire qui répondit avec un soupir, « Très bien, amenez-la à mon bureau, j'arrive tout de suite. » Simna entra timidement dans le bureau richement meublé. Un homme austère et imposant portant des lunettes était assis derrière le bureau. Il lui fit signe de s'asseoir, puis toussa et demanda, « Alors madame, que vous amène ici? Rappelez-moi qui vous êtes, car je n'ai pas bien compris les paroles du gardien. » La femme répondit, « Je m'appelle Ximna. Je suis la mère de Julia Hernandez. Vous voyez, il y a environ 4 mois, ma fille a ramené à la maison un sans-abri en disant qu'il était son fiancé. Son nom était McGill et il devait vivre avec nous. Évidemment, je n'ai pas bien réagi. Julia est une fille modeste et calme. Elle n'a eu qu'un seul homme dans sa vie, Antonio, et c'était il y a 1 an. Mais c'est une bonne fille, elle travaille comme infirmière à l'hôpital local. En tout cas, j'étais totalement contre cette relation. Ce qui s'est passé entre Julia et Miguel, c'était un amour intense avec toutes ses conséquences. Tout allait bien entre eux et j'ai tout gâché. Je n'arrivais pas à accepter que ma fille vive avec un SDF. J'ai moi-même eu une vie difficile, je ne voulais pas la même chose pour ma fille. Alors, j'ai menti à McGill pour le faire partir. Mais maintenant, il doute de Julia.
Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire maintenant. Ne pensez pas mal de moi, nous n'avons besoin de rien de vous, nous pouvons nous occuper du bébé nous-mêmes. Mais je veux juste demander pardon à votre fils et lui expliquer que ce que j'ai dit était un mensonge. Julia n'a pas de fiancé et n'en a jamais eu. Je suis tellement désolée que deux cœurs amoureux se battent à cause de moi, et je suis aussi désolée pour mon petit-fils. Il semble qu'il ne connaîtra même pas son père. S'il vous plaît, transmettez à McGill ce que j'ai dit, et si vous le pouvez, veuillez me conduire à la gare. Je dois rentrer chez moi, car Julia ne sait pas que je veux vous voir. Elle s'inquiétera. L'homme retira ses lunettes, les fit tourner entre ses mains, puis dit, donc, je vais bientôt être grand-père. Tout compte fait, la situation est claire maintenant, plus ou moins. Maintenant, je comprends pourquoi il a été si sombre et déprimé ces derniers temps. Ne vous inquiétez pas, je parlerai à mon fils. Le chauffeur vous ramènera chez vous dans une bonne voiture, cela ne prendra qu'1 heure. Ému et soulagé, le père humainement calme l'assembla, merci de ne pas m'avoir mis à la porte, d'écouter et de comprendre. Vous êtes une personne très calme et raisonnable, pas comme nous tous, nous avons tout gâché d'abord, puis nous avons commencé à réfléchir à ce que nous avions fait. Avec un cœur soulagé, il se rendit chez lui. Sa conscience était claire, et elle essaya de son mieux de réconcilier Miguel et Julia, et de racheter ses péchés. Quand Miguel rentra du travail, il était si fatigué que sa seule pensée était de s'effondrer sur son lit et de dormir. Mais son père l'attendait déjà dans le couloir. Miguel se souvenait de ce regard depuis l'enfance, les sourcils froncés et les lunettes sur le front. Cela signifiait une conversation sérieuse, et c'est ainsi que ça se passa. Viviano dit à son fils, « Allons dans le bureau, mon fils, nous devons parler. » À contre-séhure, Miguel le suivit, se demandant ce qu'il allait être puni. Dès que la porte du bureau se ferma, son père commença à parler d'un ton sévère, « Qu'est-ce qui se passe, Miguel ? Mon fils est un vaurien et je n'en sais rien. Ximena est venue ici aujourd'hui, on pleure, implorant ton pardon. Elle m'a dit que tu as mis sa fille enceinte. Qu'est-ce que ça signifie ? Si c'est vrai, pourquoi le caches-tu ? Est-ce que c'est ainsi que se comportent les vrais hommes ? Immédiatement, Miguel devint sombre et fronça les sourcils. Papa, je ne sais pas quoi faire. Tu sais que Julia est gentille, bonne. Je l'aime. Elle m'a aidé, m'a donné un abri, sinon je me serais gelé là-bas sous le passage. Mais sa mère, c'est comme un serpent. Elle n'a cessé de me dire que je n'étais pas digne d'elle, puis elle m'a viré, disant que Julia était avec moi pour s'amuser, qu'elle avait un fiancé. Alors, j'ai été offensée. Et quand j'ai décidé de me réconcilier avec Julia la semaine dernière, au lieu d'être heureuse et de me serrer dans ses bras, elle m'a giflé. Est-ce normal ? Pourquoi ? Juste pour une simple question, qui est le père de son bébé ? Eh bien, je dois être sûre que c'est mon bébé. On ne sait jamais. Le père secoua la tête, « Oh, Miguel, tu es si stupide. Je meurs d'envie de te donner un coup de poing en ce moment aussi. Tout d'abord, comment as-tu pu croire aveuglément au ragot d'une femme sans vérifier les faits ? Il aurait fallu attendre Julia et lui parler franchement. Deuxièmement, que feraient 99% des filles si elles savaient que tu es le fils d'un millionnaire ? Elles feraient tout en leur pouvoir, elles se feraient passer pour parfaites, juste pour que tu restes à leur côté, n'est-ce pas ? Et qu'a fait ta Julia ? Elle t'a giflé et t'a mis à la porte, n'est-ce pas ? Et que cela te dit-il ? Que l'argent ou le statut ne l'intéresse pas autant que la vérité. Si elle n'avait pas eu peur de ramener un sans-abri à la maison et de tomber amoureuse de lui, c'est que c'était vrai. Tu ne devrais pas douter d'elle. McGill était complètement perdu. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? J'étais déjà épuisée, rongée de l'intérieur. Je l'aime tellement et je suis tellement jaloux. Je ne sais même pas de qui je suis jaloux. Je me sens si mal sans elle.
J'ai l'impression qu'elle est mon âme sœur depuis que j'ai rencontré Julia. Je ne veux même pas regarder quelqu'un d'autre. Que dois-je faire maintenant? Elle est trop fière, elle ne me pardonnera probablement pas, répondit McGill, abattu. Viviano partit en disant, idiot, sa mère a dit que ta petite amie pleure jour et nuit, elle ne veut voir personne. Elle est noyée dans les larmes et tu dis qu'elle ne me pardonnera pas? Parle-lui simplement sincèrement, de cœur à cœur, accroche-toi à elle. Propose-lui d'être ta femme, aucune femme ne refuserait une telle chose. Ne pense même pas à me priver de mon petit-fils. Inspiré, McGill acheta un immense bouquet de roses écarlates, un gâteau coûteux que Julia avait rêvé de goûter, et se précipita de retour chez elle. Il sonna timidement à la porte. La mère de Julia sortit, elle avait l'air très mal et titubait légèrement. L'homme dit bonjour, bon après-midi Ximna, est-ce que Julia est à la maison? J'ai besoin de lui parler. La femme se mit soudain à pleurer, saluant Miguel. Ils ont emmené Julia à l'hôpital il y a une demi-heure. J'ai appelé une ambulance parce qu'elle avait des douleurs à l'estomac et elle saignait. J'espère que ce n'est pas une fausse couche. Tout ça à cause de ses nerfs, elle s'est mise dans tous ses états. Je voulais l'accompagner aussi, mais le médecin m'a dissuadé, ma tension artérielle a monté. Je suis donc restée à la maison, mais j'irai la voir demain matin. J'espère que tout ira bien. Je ne me pardonnerai jamais. Miguel pâlit et changea d'expression. Quel idiot je suis, c'est de ma faute. Dans quel hôpital? Donne-moi l'adresse rapidement. L'homme se précipita à toute vitesse, ne connaissant pas le chemin. Quand il entra en trombe dans la salle d'urgence, les infirmières furent choquées. Le fils de Monsieur Crispo en personne était venu les voir. Elle l'avait souvent vu sur les panneaux publicitaires et les couvertures de magazines, elles le reconnurent immédiatement. L'homme faillit crier, « Dans quelle chambre est Julia Hernandez? Est-ce qu'elle va bien? Où est le médecin? C'est ma fiancée. » Le personnel s'agita et s'empressa, essayant de calmer McGill. Un vieux médecin fatigué sortit de la salle du personnel et dit d'un ton sévère, « Que faites-vous ici? C'est une maternité, pas un marché. Julia Hernandez est dans la chambre numéro 5. La situation est critique, il y a une menace de fausse couche et de saignements importants. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Êtes-vous le père du bébé? Pouvez-vous donner du sang? Ça l'aiderait beaucoup, car elle perd beaucoup de sang. McGill hocha la tête, oui, je ferai n'importe quoi tant que Juliette et le bébé vont bien. Je paierai pour tous les médicaments. Je vous en prie, laissez-moi la voir juste une seconde. J'ai quelque chose à lui dire, et quand elle l'entendra, tout ira bien, je vous le promets. Le médecin hésita, mais il regarda dans les yeux de l'homme, empli de douleur et de désespoir, et changea d'avis. D'accord, seulement quelques minutes, et je vous attendrai. McGill entra discrètement dans la chambre. Julia était allongée, effrayée et pâle comme un linge, semblant à peine respirer. Les secouristes s'affairaient autour d'elle, lui administrant des injections et des perfusions. Un homme s'approcha d'elle, se mit à genoux et murmura, « Bonjour, ma petite Alouette. Pardonne-moi, j'ai été tellement stupide. Je t'aime plus que la vie elle-même. Ne dis rien, garde tes forces pour toi et notre bébé. Puis-je poser ma main sur ton ventre? » Il posa doucement sa main sur le bas de son abdomen, la caressa doucement et murmura, « Mon petit bébé, c'est moi, ton papa. Ne fais pas de vagues là-dedans. Ta mère et moi t'aimons, et nous t'attendons. Nous avons besoin de toi, en pleine forme et en bonne santé, pile à l'heure. » Une infirmière vint et lui fit signe de partir. McGill embrassa doucement Julia et sortit. Quelque chose d'incroyable se passait dans son âme. 1 heure plus tôt, elle voulait mourir, et elle se fichait presque de ce qui allait suivre. Et maintenant, tout à l'intérieur d'elle était empli de chaleur, de bonheur et d'une lumière incroyable.
Elle voulait tellement vivre, aimer Miguel et élever leur fils. Elle ferma finalement les yeux et s'endormit, sachant avec certitude que tout irait bien désormais. Elle n'était pas seule, McGill était avec elle. Miguel avait donné son sang. Le pauvre homme s'assit sur le canapé de la salle d'attente toute la nuit sans fermer l'œil et pria autant qu'il le put. Seigneur, enlève-moi tout, l'argent, l'entreprise, les voitures, laisse juste Julia et le bébé se rétablir. Je préfère être malade que de laisser quoi que ce soit leur arriver. Je les aime tellement. Le matin, il sentit une main se poser sur son épaule, c'était le même médecin fatigué. Il avait eu le temps de changer de vêtements et s'apprêtait à rentrer chez lui. En voyant le pauvre homme, il fut pris de pitié pour lui et décida de le réconforter. McGill, ta petite amie va bien. Les saignements ont été arrêtés et la menace de fausse couche écartée, mais elle devra rester ici 1 ou 2 semaines sous surveillance médicale. Fais attention, ne la laisse pas stresser, prends bien soin d'elle. Les femmes sont vulnérables, surtout dans cet état. Si tu le souhaites, tu peux payer pour une chambre individuelle avec une télévision. Un McGill heureux serra la main du médecin et le remercia. Merci, merci à Dieu, tout s'est bien terminé. Si quelque chose était arrivé à Julia ou au bébé, je ne me serais jamais pardonné. Puis-je la voir maintenant ? Le médecin répondit avec sévérité, les heures de visite sont affichées dans la salle d'attente. Ne déroge pas à l'horaire. Ces règles s'appliquent à tout le monde, c'est clair ? McGill arrangea tout et Julia fut transférée dans une chambre individuelle confortable avec une télévision. Elle ne pouvait toujours pas se lever, alors l'homme essayait de passer chaque instant libre avec elle. Il lui massait les pieds, caressait son ventre et lui apportait des fruits, des jus et des vitamines. Sa mère apportait aussi des soupes maison et des légumes à la vapeur. Julia ne pouvait pas être plus heureuse, maman. McGill, tu m'apportes trop de gâteries. Je vais devenir aussi dodu que Winnie l'ourson. De plus, la toxicose est déjà partie, j'ai un appétit de loup. Je mange comme une folle après ma sortie de l'hôpital. Malgré les protestations de Julia, Miguel l'a installée dans son manoir, et lui et son père ont veillé à la santé de Ximena. Ils l'ont envoyée dans une station thermale pour un traitement et ont payé son séjour d'1 mois là-bas. La femme était heureuse. Elle n'était jamais partie en vacances de sa vie. Chaque fois qu'elle avait des congés du travail, elle cherchait immédiatement un autre emploi à temps partiel, et cela se produisait année après année. Elle n'avait jamais eu assez d'argent pour aller dans des stations balnéaires. La station était située au bord de la mer, avec un paysage magnifique. Le personnel la traitait comme une reine, elle était une cliente importante. Elle marchait beaucoup, prenait des photos devant les montagnes et la plage, et les envoyait à ses amis. Ils étaient verts de jalousie. Tout le quartier en parlait. Regardez la chance de Ximena, à son âge avancé, elle a des vacances royales et des soins gratuits. Tout ça grâce à Julia. Nous l'avons tous réprimandée, disant qu'elle était stupide de fréquenter un homme sans avenir, mais ce gars n'était pas un homme ordinaire, c'était comme dans un conte de fées. Julia est partie en congé de maternité et a décidé d'organiser un dîner d'adieu à l'hôpital. Elle a apporté un gâteau, des jus de fruits et du champagne pour ses collègues. Plus personne ne se moquait d'elle, personne ne bavardait en mal. Tout le monde se montrait serviable et aimable envers elle. Et si Julia venait à se plaindre à Viviano Crespo, alors l'hôpital devrait s'attendre à toutes sortes de révisions. Julia se sentait très bien en dehors de la ville, avec l'air frais de la forêt, marchant le long des sentiers ombragés, se détendant dans le gazebo et dormant paisiblement. Elle reprenait des forces et semblait plus jolie. Ses joues prenaient une teinte rosée et son ventre grandissait à vue d'œil, ressemblant de plus en plus à une grosse pastèque. McGill prenait soin de sa bien-aimée. Il était si heureux. Il avait réservé la meilleure clinique pour son accouchement à venir, la questionnait constamment sur son bien-être et s'inquiétait pour sa santé. Viviano ne perdait pas de temps non plus.
Il avait commandé de nouveaux meubles et aménagé une jolie chambre de bébé, mais il gardait tout secret vis-à-vis du jeune couple. Il ne leur montrait rien, craignant que cela ne porte malheur. Il avait fait tout cela en secret. Quand Julia allait mieux et qu'elle allait à la clinique pour une visite de contrôle, les médecins étaient stupéfaits. Tous ces indicateurs étaient tellement meilleurs. Le docteur était étonné. Ximena Hernandez, vous pourriez être envoyée aux Jeux Olympiques. Quel était le nom de la station? Je vais la recommander à tous mes patients. Lorsque Julia et son bien-aimé sont allés pour leur dernière échographie avant la naissance, ils ont été choqués une fois de plus. Le docteur Ramon Reyes a commencé la conversation avec un sourire malicieux. Julia, je vois que tout va bien dans votre vie personnelle. C'est votre mari? Vous avez l'air superbe. La femme rayonnait. Oui, c'est McGill, le père de mon bébé. Tout va bien. Ramon Reyes a continué. Eh bien, j'ai une merveilleuse nouvelle pour vous, monsieur. Asseyez-vous, au cas où. Un McGill effrayé a commencé à bredouiller. Qu'est-ce qui ne va pas avec le bébé? Dites-moi. Le médecin a révélé, vous attendez des jumeaux, un garçon et une fille. Félicitations. Julia en est restée bouche bée. Des jumeaux? J'ai eu 3 échographies pendant ma grossesse et vous ne m'avez rien dit à propos de jumeaux. Comment est-ce possible? Ramon Reyes a poursuivi, je les ai vus tous les deux. J'ai juste décidé de ne pas vous effrayer tout de suite. Si je vous avais dit cela immédiatement, seriez-vous prête à ne pas mettre fin à la grossesse? Vous étiez effrayée et pleuriez tout le temps. McGill sautait de joie. Waouh, je n'arrive pas à le croire, 2 enfants en même temps, c'est génial. Ça ne sera pas ennuyeux. Julia a répondu, oui, personne ne s'ennuiera. Maintenant je comprends pourquoi mon bébé était si agité et mon ventre est déjà gros comme 2 pastèques, et il s'avère qu'il y a 2 bébés. Vais-je même pouvoir les mettre au monde moi-même ou aurais-je besoin d'une opération? Le gynécologue a ri, eh bien, voilà les peurs typiques des femmes. Bien sûr que vous accoucherez sans chirurgie. Tous vos signes vitaux sont normaux, votre bassin est large, vous en êtes capable, ne vous inquiétez pas. Vous devrez simplement venir à l'hôpital une semaine plus tôt, car dans le cas de jumeaux, l'accouchement est souvent prématuré et rapide. Tout le monde à la maison était choqué. Ximena s'est peut-être signée en secret et a pensé, Dieu merci, Julia et Miguel se sont réconciliés. Je n'ose pas imaginer comment elle et moi aurions élevé 2 enfants ensemble. Julia heureuse s'est blottie contre Miguel et a répondu rêveusement. Tu vois, quand je t'ai vu la première fois dans le passage souterrain, j'ai immédiatement pensé que c'était mon destin, et j'avais raison. Miguel a embrassé Julia et a répondu, j'ai pensé la même chose tellement de fois. Si je n'avais pas eu de dispute avec mon père, nous ne nous serions probablement jamais rencontrés. Je ne regrette pas de t'avoir rencontré. Mon seul regret, c'est d'avoir été si bête et d'avoir tant inquiété ma douce, au point que nous avons presque perdu nos bébés. Je suis désolée. Je sais maintenant avec certitude que quelles que soient les circonstances, nous devrions toujours simplement nous asseoir et parler. Nous avons encore beaucoup à apprendre, car nous venons tout juste de fonder notre famille, mais nous avons toute notre vie pour le faire. Julia avait du mal à survivre à sa grossesse. Elle ne pouvait rien voir au-delà de son nez derrière son énorme ventre. Quand Julia a été emmenée à l'hôpital, Miguel était mort d'inquiétude, se précipitant le long du couloir. Ximena priait également, regardant le ventre énorme de sa belle-fille. Viviano ne pouvait pas comprendre comment les femmes pouvaient accoucher, surtout de 2 bébés en même temps. Heureusement, tout s'est parfaitement déroulé. Julia a insisté pour que Ramon Reyes assiste à l'accouchement. Elle avait confiance en lui, sachant qu'il ne ferait rien de mal. Quand elle était mouillée et épuisée, on lui a remis 2 bébés qui pleuraient. À ce moment-là, elle a pleuré de bonheur. Les émotions étaient si fortes que Julia se sentait comme la femme la plus heureuse de la planète. Ramon Reyes s'est penché vers elle et a dit doucement, «
te souviens-tu de ce que je t'ai promis quand tu deviendrais mère? Le bonheur te submergera à tel point que tous les autres problèmes et défis deviendront très petits et sans importance. Alors, ai-je raison? Julia a souri avec béatitude, à 200% raison. Merci pour tout, Ramon Reyes. Tu es bien plus qu'un médecin, tu es devenu comme un père pour moi pendant ce temps. Merci infiniment. Il y avait tellement de monde à la cérémonie de baptême de Martina et Martine. Des journalistes, des médias, ils avaient invité Viviano Crespo et tous leurs amis. C'était une fête grandiose incroyablement belle. Tout le monde admirait les petits anges souriant paisiblement dans leur berceau et souhaitait à la famille heureuse bonheur et prospérité. Si vous appréciez également cela, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne.